Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le président de la République a dirigé la cérémonie de mise en service d'un nombre important de matériel technique nouveau au LIC. Et à 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune chef de l'État de la République française. Le président de la République a dirigé aujourd'hui la cérémonie de mise en service d'un nombre important de nouveaux matériels techniques du lycée industriel et commercial Le LIC. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé tôt dans la matinée la cérémonie officielle de mise en service d'un nombre important de matériel technique nouveau au lycée industriel et commercial Le LIC de Djibouti. Il s'agit essentiellement de matériel destiné au département d'apprentissage électrique et mécanique du LIC, principal établissement djiboutien en matière de dispense en formation professionnelle. Le président a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le cadre du MENFOP. Il a particulièrement été chouchouté par les étudiants du LIC dans leurs ensembles. Et au cours de cette cérémonie, le président de la République s'est enquis de visu de l'ensemble des matériels nouveaux acquis par le LIC. Il reçut également les explications relatives à l'utilité de chacun de ces matériels. En plus de l'inauguration de simulateurs de conduite de poids lourds, le président a auparavant visité de grandes entités du LIC, à savoir le génie électrique et le génie mécanique. Le président a pu apprécier de visu l'atelier électrotechnique équipé d'un système de pompage d'eau à panneaux solaires. L'issue de sa tournée au sein des différentes unités de formation du LIC, le chef de l'État a exhorté les élèves de cet établissement à prendre soin des nouveaux équipements, saluant les efforts entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de connecter notre pays à un niveau efficient de compétences techniques et technologiques. Eh bien, le chef de l'État, en plus de l'inauguration de simulateurs, de conduite de poids lourds, le président a visité donc les deux grandes entités. Il a pu apprécier de visu l'atelier électrotechnique équipé d'un système de pompage d'eau à panneaux solaires. Le président de la République a poursuivi sa visite en se rendant dans l'atelier dénommé garage d'application, où il a découvert le volet formation mécanique et notamment l'électrique au service de la mécanique avec la mécatronique, la maintenance automobile, la pneumatique, tout cela dans la salle de motorisation, sans oublier le montage et démontage des différents moteurs à essence et à gasoil. Rappelons que tout l'ensemble de ces nouveaux équipements est financé à hauteur de 500 millions de nos francs sur un fonds spécial de la formation professionnelle institué en 2016 par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Point d'orgue de cette visite au LIC pour démontrer encore une fois son intérêt pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse. Le président de la République s'est lui-même installé sur le simulateur de conduite de camion et pour évaluer en personne la qualité et la performance de ces nouveaux matériels didactiques du lycée industriel et commercial Le LIC de Djibouti. Avec ces nouveaux matériels, notre pays se dote de moyens supplémentaires pour s'arrimer avec les besoins du marché professionnel et à réduire le chômage, notamment celui des jeunes, s'est réjoui le président Guelleh. Le ministre du département, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est lui aussi exprimé au micro de la presse à l'issue de cette cérémonie. Au cours de cette intervention, il a surtout fait état de l'acquisition du nouveau matériel du LIC sous l'impulsion directe du président de la République.
Le chef de l'État est à l'origine du fonds spécial institué au profit de la formation professionnelle et qui a permis l'achat de ce nouvel matériel, a déclaré en substance le ministre de l'Éducation nationale, vous l'entendrez, et de la formation professionnelle. Dans une interview accordée à notre confrère Mohamed Issa lors de l'inauguration du LIC, simulation de conduite de camions poids lourds par le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale a remercié le président de la République pour son soutien et son intérêt à la formation professionnelle de la jeunesse. Il a également insisté sur la nécessité de former la jeunesse et les étudiants du LIC sur des métiers leur permettant d'être compétitifs sur le marché du travail et en vue d'ouvrir leurs propres entreprises. Voici ses propos. Nous avons voulu également faire découvrir au président de la République toute cette réforme, tous ces efforts qui est engagé, bien sûr avec son appui, avec son soutien, qui est engagé justement pour la promotion de la formation professionnelle. Comme vous savez très bien, aujourd'hui à Djibouti, nous avons des grands projets de développement. Nous avons donc une économie qui est aujourd'hui, machallah, une économie qui tourne bien. Mais bien sûr, pour que cette économie puisse, et cette action puisse être pérenne, il faut préparer la main-d'œuvre de demain. Donc c'est pourquoi le président de la République, avec son appui et avec son insistance, a fait que depuis l'année dernière, il y a eu un fonds dans un montant de 500 millions. C'est justement pour mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre djiboutienne performante, qualifiée et compétente. Et donc pour cela, nous sommes engagés depuis l'année dernière à mettre en place des plans de formation courtes et modulaires, mais également parallèlement puisqu'on parle de formation de qualité, il faut qu'il y ait les équipements qu'il faut. Donc parallèlement, on est rentré dans un plan d'équipement, des réhabilitations des ateliers. Et donc nous avons commencé depuis l'année dernière, on a poursuivi également cette année à renforcer, que ce soit les équipements en électricité, que ce soit les équipements en mécanique, les équipements en froid et climatisation. Donc, nous avons quand même engagé beaucoup d'équipements cette année et c'était l'occasion pour nous avec les simulateurs. Et ça, c'est les simulateurs, c'était une idée propre au président de la République parce que très souvent il entendait les reproches des professionnels qui disaient comme quoi les jeunes que nous formions sur les camions, avec bien sûr également l'appui de l'armée, qu'ils n'étaient pas encore aptes vraiment à prendre le volant sur le terrain. Et nous avons profité de l'inauguration par le président de la République pour lui demander ses impressions au sujet de l'équipement avec ces nouveaux matériels didactiques, notamment le simulateur de conduite de camion. Le chef de l'État a insisté sur le fait de générer chez les jeunes l'esprit d'entrepreneuriat à travers leur maîtrise des métiers, devenant des ouvrières hautement qualifiées. Voici les propos du chef de l'État. Les instruments didactiques, n'est-ce pas, et d'enseignement qui fait avancer les enfants dans la formation de tous les métiers, de la mécanique à l'électrique, à l'énergie, à la conduite, n'est-ce pas? Ce sont des instruments qui sont très importants parce que nous vivons dans une période où la technologie avance et il faut que nos enfants puissent ne pas rester derrière, n'est-ce pas, pour faire face à l'évolution de ce monde, n'est-ce pas. La formation professionnelle pour les futurs conducteurs, les mécaniciens, les électromécaniciens, les spécialistes de l'énergie, je suis vraiment très encouragé d'abord, et ensuite je dois féliciter les ministères et les LIC, n'est-ce pas, leur souhaiter aussi bon usage de ce matériel qui est très important pour leur avenir et pour leur formation.
Et suite aux résultats de l'élection présidentielle française, de la nette victoire du candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, le président Ismaël Omar Guelleh a adressé un message de félicitations au nouveau président élu. Le chef de l'État a souhaité plein succès et bonne réussite à Emmanuel Macron. Nul doute que le pragmatisme politique qui vous caractérise et la maîtrise des dossiers que vous avez si habilement su démontrer vous seront de précieux atouts dans la conduite des affaires de votre pays, a écrit le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement djiboutien tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs noté le président Ismaël Omar Guelleh. Avec plus de 66% des voix exprimées, Emmanuel Macron est élu hier président de la République française face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. À 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune chef de l'État français depuis lui, Napoléon Bonaparte. Mais la comparaison s'arrête là. Diplômé de Sciences Po, Paris et de l'ENA, haut fonctionnaire de l'inspection générale des finances, avant de devenir banquier d'affaires de la banque Rothschild depuis 2007, il y est marié à Brigitte Tonieux, son ancienne professeure de français de 24 ans, son aîné. Membre du PS durant 3 ans jusqu'en 2009, c'est en 2012 qu'il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée et proche conseiller de François Hollande. Et c'est en août 2014 qu'il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. En avril 2016, Emmanuel Macron a lancé un nouveau mouvement politique baptisé En Marche. Un mouvement qui n'est ni à droite ni à gauche, soutient-il, et il quitte le gouvernement en août. Quelques mois plus tard, il annonce sa candidature à la présidentielle. Emmanuel Macron s'est positionné comme un candidat pro-européen qui veut réformer le pays. Il souhaite libérer le travail et l'innovation tout en protégeant les individus. Macron défend une France ouverte et fidèle à ses valeurs, notamment à ses valeurs d'accueil. Il dit aussi vouloir renforcer l'Europe en la réformant en profondeur. Continuer comme cela serait une trahison des citoyens, a-t-il notamment déclaré sur le sujet. Le 23 avril, les électeurs ont massivement exprimé leur rejet des partis traditionnels de droite et de gauche, arrivés en tête du premier tour avec 24,1% des voix, ayant bénéficié du vote utile du gauche. Il dit alors vouloir réconcilier la France. Je souhaite devenir votre président, le président de tout le peuple de France, le président des patriotes. Quant à la menace des nationalistes, Emmanuel Macron aurait donc rempli le vide politique actuel en rassemblant des soutiens issus de tous les courants politiques, du monde de l'entreprise et de la société civile. Il a su profiter du rejet des partis traditionnels pour créer une sorte de nouveau centre. Toutes les projections le donnaient vainqueur de ce second tour. Ce n'était donc pas une surprise, reste qu'il aura besoin d'une majorité pour gouverner. Qui des candidats d'En Marche pour les prochaines législatives? Il n'a forcément encore aucun élu dans l'Assemblée nationale. La marche risque d'être encore longue. Retour à Djibouti, la première dame de Zanzibar, Mwanama Wema Nassor, qui accompagne son époux, le président de Zanzibar, dans le cadre de sa visite officielle de 3 jours à Djibouti, a visité ce matin l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La première dame de Zanzibar est accompagnée au cours de sa visite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumena Ahmed Hassan, ainsi que la secrétaire d'État chargée aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et tout le staff de la première dame de Zanzibar. Eh bien, à son arrivée à l'UNFD, la première dame de Zanzibar a été accueillie chaleureusement par la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD, les femmes membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi que toutes les femmes membres de cette institution. Les étudiantes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont également réservé un accueil chaleureux pour la première dame. Par la suite, cette dernière a commencé la visite des différents locaux de l'UNFD, à savoir la cuisine, où on apprend les jeunes filles déscolarisées comment faire la cuisine. Elle a par ailleurs reçu les explications nécessaires des responsables qui ont expliqué comment ces jeunes filles ont bénéficié de ces formations.
Et ensuite, la première dame de Zanzibar a poursuivi sa visite au sein de l'UNFD et elle s'est rendue dans la salle de couture où elle a pu constater le bon déroulement des formations données aux jeunes filles. Et enfin, la première dame de Zanzibar, Mwema Nassor Chamté, a terminé sa visite dans les nouveaux locaux de la cellule d'écoute qu'elle a vraiment apprécié, à savoir l'organisation et les missions de la cellule. Et au cours de cette visite, la première dame de Zanzibar a eu droit à une projection qui retrace le rôle de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ses missions parmi lesquelles figure la lutte contre la mutilation génitale féminine ainsi que ses différents services. Et enfin, la première dame a rendu un vibrant hommage à la ministre de la Femme et de la Famille ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accueillie. Elle a par ailleurs montré sa volonté de coopérer entre l'Union nationale des femmes djiboutiennes et celui de Zanzibar. La délégation du Zanzibar poursuit sa visite à Djibouti. Hier après-midi, cette délégation que conduit le président du Zanzibar, Ali Mohamed Shein, s'est rendue dans les locaux de la station des câbles sous-marins de Djibouti Telecom, dont le siège se trouve à Aramous. Eh bien, durant ce déplacement, l'ancien vice-président de la Tanzanie, accompagné d'officiels et hauts responsables du Zanzibar, a été accueilli à la station d'amérissage des câbles sous-marins par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssef Sougué, et le directeur de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui Bouh, ainsi que des cadres et le personnel de Djibouti Telecom. Le directeur général de Djibouti Telecom a donné toutes les explications nécessaires lors d'une visite guidée des différentes installations de la station. Djibouti Telecom étant devenu un important centre d'interconnexion des pays de la sous-région au niveau des télécommunications, en profitant du positionnement géostratégique du pays. Le président Ali Mohamed Shein n'a échappé à la règle de signer le livre d'or de Djibouti Telecom, inscrivant quelques mots et signant ce livre pour laisser une empreinte de son passage. Via la station de Aramous, les câbles sous-marins relient 17 pays de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Et on marque une courte pause, on va retrouver l'appel à la prière, on se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'est l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le cadre de sa première visite à Djibouti. Le président du gouvernement autonome de Zanzibar, M. Ali Mohamed Shein, a visité ce matin le DP World, le nouveau port de Doralé et la zone franche. Tout d'abord, le président du gouvernement autonome de Zanzibar s'est rendu au DP World où il a visité les différentes infrastructures. À son arrivée, il a été accueilli par M. Mahmoud Hussein, directeur des opérations, ainsi que le ministre de l'équipement et des transports, où il a reçu des plus amples détails sur les activités pratiques dans le DP World. Ensuite, le président et sa délégation s'est rendu au nouveau port de Doralé, où il a été accueilli à son arrivée par le directeur général du port, M. Saad Omar Ghele, et ses proches collaborateurs. Le directeur du port a expliqué au président de la République de Zanzibar et la délégation qui l'accompagne les activités et les infrastructures portuaires et les facilités offertes par notre pays en matière d'import-export, des investissements consentis en la matière. Enfin, le président du gouvernement autonome de Zanzibar et la délégation qui l'accompagne se sont rendus à la zone franche. Il a été accueilli à son arrivée par M. Mohamed Hussein, directeur des opérations, et M. Mohamed Aden Wabri, conseiller principal du président de l'autorité des ports et des zones franches. L'invité de marque et sa suite ont pu passer en revue l'ensemble de la gamme des activités de la zone franche suite aux explications fournies par le chef du département marketing, M. Mohamed Alef. Eh bien, ce dernier a expliqué à la délégation que le port de Djibouti et sa zone franche constituent une plateforme stratégique et incontournable qui couvre toute une région qui s'étend de la Corne de l'Afrique au Soudan en passant par les pays côtiers et la mer Rouge. Rappelons que le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a accompagné la délégation durant cette visite. La première dame du Zanzibar a visité de son côté l'orphelinat d'Ariel et le centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes. Accompagnant son époux, la première dame du Zanzibar, Madame Mwane Mwaweso Nassar, accompagnée d'une délégation de son pays, a effectué hier une visite au centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes situé à Balbala. À son arrivée, la première dame a été accueillie par des chants et danses folkloriques préparés en son honneur avant d'être reçue chaleureusement par la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumena Ahmed Hassan, accompagnée de sa collègue, Madame Mouna Usman Aden, secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, et par le président de la commune de Balbala. Madame Moumena Ahmed Hassan a mené une visite guidée des lieux qui a permis de découvrir des différentes filières, couture, cuisine, informatique, coiffure, audiovisuel que comporte le centre de formation qui offre aux jeunes filles déscolarisées des perspectives d'insertion dans le marché du travail. Et pour clore cette visite, une pause café a été préparée en l'honneur de la première dame de Zanzibar.
Et par la suite, la première dame du Zanzibar a visité aujourd'hui l'orphelinat d'Ariel qui accueille des enfants de parents ou grands-parents en situation de précarité et ne pouvant subvenir aux besoins élémentaires de leurs enfants. Des explications ont été fournies sur le fonctionnement du centre et des appuis reçus. La prise en charge de ce centre vise aussi à assurer une bonne éducation à ses enfants. La première dame du Zanzibar a été accueillie à son arrivée par la directrice du centre d'Ariel, toujours accompagnée du ministre de la Femme et de la Famille. Un accueil des plus chaleureux a été réservé à la première dame de Zanzibar et des danses folkloriques ont été dansées. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Al-Amissa, a procédé aujourd'hui dans la salle de réunion de son cabinet au lancement de l'étude Appui à la décentralisation financée par la délégation de l'Union européenne en présence de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Adam Kulash. Les 3 consultants et de l'équipe de la délégation de l'Union européenne, celle du ministère délégué chargé de la décentralisation. Cette étude qui sera entreprise par 3 experts consultants a pour objectif d'appuyer le ministère dans la mise en œuvre de cette feuille de route par le biais d'une assistance technique avisée à la tenue des assises sur la décentralisation que celui-ci compte organiser à l'élaboration de 2 documents, l'important sur un avant-projet de code des collectivités territoriales en République de Djibouti et l'autre sur une stratégie visant le transfert de ressources vers les conseils régionaux à partir du budget de l'État, de la fiscalité locale et de l'aide des bailleurs de fonds. On écoute l'ambassadeur de l'Union européenne. Allah, quand je parle de la base, je parle du transfert de compétences, du transfert de ressources, de la création d'une situation où les conseils régionaux, les collectivités locales, surtout les territoires djiboutiens, puissent vraiment se développer mieux, puissent gérer les projets de développement, puissent gérer les projets d'investissement. Et tout ça, bien sûr, se place bien dans le cadre de cette stratégie de développement local et décentralisation qui a été annoncée et commencé à mettre en œuvre, à être mise en œuvre à Djibouti. Dans son discours d'ouverture, le ministre Al-Amissa a tout d'abord rappelé que les missions essentielles assignées au ministère délégué chargé de la décentralisation lors de sa création, il y a de cela environ 1 an, consistent en la révision ou la création, si cela s'avère nécessaire, d'un cadre juridique et institutionnel approprié pour l'exercice des compétences des collectivités territoriales et le renforcement des capacités de celles-ci. On l'écoute. Aussitôt après ma nomination à la tête de ces départements, par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, j'ai décidé d'agir par étapes pour réussir cette réforme de la gouvernance. Et la première étape a porté sur l'élaboration d'une feuille de route qui sert de tableau de bord pour mon département. Ce document, qui fait un état de lieux exhaustif de la décentralisation à Djibouti, a permis de mettre en relief, il allait de soi, les faiblesses relatives au cadre juridique et institutionnel. Et partant de ce constat, un plan d'action pour une période de 3 ans, 2017-2019, a été défini et comprend 6 axes assortis des activités majeures à réaliser au cours de la période indiquée. L'étude Appui à la décentralisation
dont le lancement est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, a pour objectif de nous appuyer dans la mise en œuvre de cette feuille de route par le biais d'une assistance à la tenue des assises sur la décentralisation que nous comptons organiser à l'élaboration d'un avant-projet des codes de collectivité territoriale en République de Djibouti et à l'élaboration d'une stratégie visant les transferts des ressources vers les conseils régionaux à partir du budget de l'État, de la fiscalité locale et de l'aide des bailleurs de fonds. Mesdames et Messieurs, le Président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une grande importance au succès du chantier de la décentralisation, a mis en place par décret du 23 juillet 2016 une commission interministérielle de réflexion sur le renforcement de ces processus. Il va de soi que mon département tiendra au courant celle-ci de l'avancement de cette étude et qu'il partagera avec elle ses résultats. Je remercie l'ambassadeur Adam Poulache et à travers lui la délégation de l'Union européenne à Djibouti pour son appui financier pour la réalisation de ces études. Et dans le reste de l'actualité, une réunion s'est déroulée ce matin entre les représentants de la Banque centrale de Djibouti et les représentants de la Banque islamique de développement, ainsi que les fonds monétaires internationaux. L'objectif de la réunion était de redéfinir la stratégie avec l'appui de la Banque islamique de développement et les fonds monétaires internationaux. La délégation de la Banque islamique de développement et le FMI avaient séjourné à Djibouti pour rencontrer les professionnels des banques islamiques et les représentants de la Banque centrale, qui est le régulateur. Et ce matin, la délégation de la Banque islamique de développement et le FMI ont restitué le fruit de leurs travaux en insistant sur la gouvernance à travers la charia. Djibouti a créé le comité national de la charia composé de 5 docteurs ulama, experts sur les lois en finance islamiques, qui sont chargés de donner les recommandations et des orientations pour s'assurer ainsi de la conformité des produits et des services à Djibouti par rapport à la loi islamique. Également, dans l'actualité, un atelier de formation des stratégies d'accompagnement de communication et d'orientation des usagers a débuté ce matin. C'était à l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Cet atelier de formation vise à outiller les responsables sur la manière d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers qui consultent vos services. Cet atelier a regroupé plusieurs administrateurs de la fonction publique et des différents départements ministériels. Il y a vu aussi la présence du directeur de l'INAP et de l'inspecteur général de l'inspection. Dans son intervention, le secrétaire exécutif de la SECRA a exhorté tous les participants d'assurer avec assiduité pour acquérir les connaissances qui leur seront dispensées en la matière durant cette période. Il a rappelé aussi que tous les fonctionnaires publics doivent mettre en pratique celle-ci pour améliorer la qualité de l'accueil dans les différents services et à regagner la confiance de nos usagers dans ce domaine. On l'écoute. En collaboration avec le SECRA et l'INAP, a organisé cet atelier de formation pour vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences en matière d'accompagnement, de communication, d'orientation et d'accueil des administrés. Un mot en sport après les autos pour la 16e session. Le monde olympique africain se donne rendez-vous cette année à Djibouti pour la 17e session de l'Assemblée générale. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique du 9 au 11 mai prochain. Le compte à rebours a commencé pour les préparatifs de cet événement majeur et historique. Depuis une semaine, les différentes commissions de l'organisation mènent une course contre la montre pour donner pleinement jour à cette assemblée. Les salles, les tables, les chaises, la décoration, l'installation des matériels, bref, tous les détails sont pris en compte et tous les ingrédients sont rassemblés pour pouvoir assurer le jour fatidique. Il ne reste désormais que 24 heures pour poster cette femme olympique dans notre pays. De grandes personnalités prendront part à cette assemblée première du genre dans notre pays, comme Thomas Bach, président de la CIO, du CIO, l'intendant général Lassana Palenfo, président de la CENOA, le général Ahmed Nasser, président de l'Union des confédérations sportives africaines, les Africains membres du CIO, ainsi que les présidents des CNO africains. Environ une centaine de délégués prendront part à l'Assemblée générale représentant les CNO
et membre du CIO en Afrique. 10 autres invités, des organisations partenaires, fédérations internationales, des comités d'organisation des Jeux olympiques, Jeux africains, Union africaine et divers autres estimés à 30 personnes au total. 200 personnalités vont prendre part à ces assises de la CNOA qui vont s'étaler sur 2 jours. Et rappelons que l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique est une organisation internationale basée à Abuja, au Nigeria, réunissant les 53 comités nationaux olympiques africains. La CNOA a été fondée le 28 juin 1981 à Lomé par Anami Matia et Juan Antonio Saramanche avec l'aide de TCMA. Elle portait alors le nom d'institution olympique panafricaine au service du sport, de la jeunesse, du développement humain et de la promotion des valeurs olympiques. À Tadjoura s'est ouvert un séminaire de 2 jours visant à évaluer le développement local. Les associations de la région de Tadjoura qui ont créé un mouvement de coordination participent à ce séminaire. Tous les programmes lancés ou exécutés ont été examinés et leur impact étudié, qu'il s'agisse de ceux menés par l'État ou ceux du secteur privé. Des représentants de la société civile de la région de Tadjoura ont été associés. Ce séminaire a été organisé par l'association djiboutienne des évaluations que préside M. Ali Mohamed Kamil et son vice-président M. Chelmaké, lui aussi expert en matière de la société civile. Le vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdul Qadir Omar, l'adjoint du préfet Omar Jama et le conseiller technique du ministère de la décentralisation, Mohamed Issa, ont suivi les travaux de ce séminaire. Tous les éléments sont là pour que la société civile puisse se développer, pour que cette coordination de l'association puisse aller de l'avant et se renforcer. C'est à eux maintenant, c'est à cette coordination d'acquérir le certificat de crédibilité nécessaire pour qu'elle puisse... Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Libre, les 82 lycéennes nigériennes sont arrivées à Abuja. Au Nigeria, les 82 lycéennes kidnappées depuis 3 ans par la secte djihadiste de Boko Haram sont arrivées hier à Abuja, la capitale. Les jeunes femmes avaient été enlevées en avril 2014 par un commando islamiste. Au total, 276 adolescentes avaient été prises en otage. Une 60aine d'entre elles étaient parvenues à s'échapper. Les 82 Nigériennes ont servi de monnaie d'échange contre des prisonniers de la secte djihadiste. Elles ont d'abord été prises en charge par la Croix-Rouge avant d'être remises aux autorités nigérianes et évacuées. Les jeunes femmes auraient été mariées de force, violées et islamisées. Plusieurs d'entre elles auraient mis au monde des enfants. La prise d'otages de Chibok au nord-est du pays avait suscité une indignation internationale. À ce stade, une centaine de lycéennes manquent toujours à l'appel. Cette affaire a surtout révélé l'incapacité du Nigeria à régler une guerre civile aux confins du pays qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvim. Place maintenant au focus. Négat Fouad, bonjour. Bonjour Asma. Et on va parler de cette polémique autour d'un texte consacrant le pays, l'Israël, autour patrie du peuple juif. Donc effectivement, si le texte a été adopté, il compliquerait encore un peu plus les relations israélo-palestiniennes. Une comité ministériel a approuvé hier un document qualifiant l'État d'Israël de patrie de peuple juif. Donc un projet similaire avait été envisagé en 2011, mais le gouvernement n'était pas allé au-delà. Donc cette nouvelle tentative émane d'Aviv Dichter, donc un membre de Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, Asma. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a considéré qu'approuver une telle décision reviendrait à placer un obstacle sur le chemin de la paix. Donc il pense en particulier au droit de retour des réfugiés qui constitue une des revendications fondamentales des Palestiniens. Donc le texte limiterait, comme on peut le voir, donc aussi les droits des Arabes israéliens qui constituent environ 20% de la population. Le sujet donc sera sans doute dans 2 semaines sur la table des négociations, des discussions séparées des deux parties différentes. Entre les deux parties, le président également des États-Unis, Donald Trump, en placera en déplacement dans la région. Donc un mot sur les 82 lycéennes nigérianes en fait qui sont arrivées à Abuja. Une très bonne nouvelle. Donc au Nigeria, 82 lycéennes kidnappées depuis 3 ans par le secte djihadiste de Boko Haram sont arrivées dimanche, c'est-à-dire hier, à la capitale. Les jeunes filles avaient été, comme je dirais, enlevées en avril 2014 par un commando islamiste. Donc au total 276 en service de monnaie d'échange contre des prisonniers de la secte djihadiste. Donc une très bonne nouvelle pour ces jeunes filles qui ont retrouvé donc leur foyer, et félicitations à ce pays qui a tenu le coup. Voilà, le Nigeria qui a réglé une guerre civile négale de conflit du pays qui a fait plus de 20 000 morts depuis 2009. Merci. Effectivement. À vous, Négat Fouad, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 22 h pour une nouvelle édition de notre journal.